Dana de Tefe était une jeune femme au talent exceptionnel, née dans une famille influente de Rio de Janeiro. Dès son plus jeune âge, elle montra des aptitudes remarquables pour les arts, particulièrement dans la peinture et la sculpture. Son entourage la décrivait comme une personne vive, pleine de vie et d'ambition. En grandissant, Dana devint une figure incontournable de la scène artistique brésilienne. Ses œuvres étaient exposées dans les galeries les plus prestigieuses du pays, attirant l'attention non seulement des amateurs d'art, mais aussi des critiques. Sa beauté et son charisme la rendaient encore plus fascinante. Dana n'était pas seulement une artiste, mais aussi une femme d'affaires avisée. Elle gérait sa carrière avec une grande intelligence, choisissant soigneusement ses projets et ses collaborations. Avec une réputation en pleine croissance, elle ne tarda pas à attirer l'intérêt des médias. Les magazines et les journaux ne cessaient de parler d'elle, la qualifiant de prodige et de nouvelle étoile montante de l'art contemporain. Cependant, derrière ce succès apparent, Dana menait une vie personnelle discrète. Elle était réservée sur ses relations et ses amitiés, préférant se concentrer sur son art et ses objectifs professionnels. Malgré sa notoriété, elle restait une personne simple, aimant passer du temps avec sa famille et ses amis proches. Cette simplicité contrastait avec l'image glamour qu'elle projetait dans les médias. C'est dans ce contexte que Dana rencontra Leopoldo, un homme d'affaires sophistiqué et influent. Leur relation commença comme une amitié, basée sur des intérêts communs pour l'art et la culture. Leopoldo, charmant et cultivé, semblait être le parfait compagnon pour une femme aussi accomplie que Dana. Ils partageaient des moments ensemble, voyageant et découvrant de nouvelles œuvres d'art à travers le monde. Pour le public, ils formaient un couple parfait, un duo harmonieux alliant talent et succès. Cependant, cette relation avait ses ombres. Leopoldo était connu pour être un homme ambitieux, parfois considéré comme manipulateur par ceux qui le connaissaient de près. Certains murmuraient que son intérêt pour Dana n'était pas entièrement désintéressé. Malgré cela, la complicité entre les deux semblait authentique, et Dana semblait heureuse en sa compagnie. Le couple devenait rapidement un sujet de fascination pour les tabloïds, qui suivaient chaque détail de leur vie ensemble. Leur histoire d'amour et d'amitié semblait être sur le point de se transformer en quelque chose de plus sérieux. Les rumeurs de mariage et de projets futurs commençaient à circuler. Dana, toujours discrète sur sa vie privée, ne confirmait ni ne démentait ces spéculations. Elle continuait à se concentrer sur son art, préparant une grande exposition qui devait marquer une nouvelle étape dans sa carrière. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne bouleverser sa vie et celle de son entourage, laissant le pays dans l'incompréhension et la tristesse. En 1977, alors que Dana de Tefe se préparait pour une exposition majeure, elle décida de partir en voyage avec Leopoldo. Il prévoyait de visiter une région éloignée pour se reposer et trouver l'inspiration loin de l'agitation de la ville. Ce voyage, pourtant, allait se transformer en une véritable énigme. Les deux amoureux quittèrent Rio de Janeiro en voiture, mais Dana ne revint jamais de cette excursion. Sa disparition soudaine laissa ses proches dans une angoisse profonde. Leopoldo retourna seul à Rio de Janeiro, prétendant que Dana avait décidé de partir pour l'Europe de manière imprévue. Il raconta à la famille et aux amis de Dana qu'elle avait voulu fuir les pressions de sa carrière et qu'elle avait besoin de temps pour elle-même. Selon lui, Dana avait pris un vol pour l'Europe, laissant tout derrière elle, y compris son téléphone et ses affaires personnelles. Cette explication, cependant, ne convainquit pas tout le monde. La famille de Dana, alarmée par cette disparition inexplicable, contacta immédiatement les autorités. Une enquête fut ouverte pour découvrir ce qui était arrivé à l'artiste. Les premières recherches ne révélèrent aucune trace de Dana en Europe, et aucune compagnie aérienne ne confirma qu'elle avait pris un vol ce jour-là. La police, soupçonnant que quelque chose de grave s'était passé, intensifia ses investigations. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire, transformant la disparition de Dana en un sujet de débat national. Les théories abondaient, certains croyaient à une fugue volontaire, d'autres à un enlèvement. La relation de Dana avec Leopoldo devint un point central de l'enquête. Les autorités examinaient chaque détail, essayant de reconstituer les événements des jours précédant la disparition. Les amis et collègues de Dana furent interrogés, et un portrait de sa vie privée commença à émerger. Marlisa, une amie proche de Dana, se souvint d'une conversation inquiétante avec elle peu avant le voyage. Dana lui avait confié qu'elle se sentait sous pression, non seulement à cause de sa carrière, mais aussi en raison de certaines tensions avec Leopoldo.
Cette révélation ajouta une nouvelle couche de mystère à l'affaire. Était-il possible que Dana ait voulu échapper à une situation compliquée ou dangereuse? La police, tout en gardant toutes les pistes ouvertes, commença à se concentrer sur Leopoldo. Fait commença à attirer l'attention de manière négative. Sa version de l'histoire semblait de plus en plus fragile, et son comportement étrange ne faisait qu'ajouter aux soupçons. Il semblait confus et évasif lorsqu'il était interrogé par les enquêteurs, suscitant encore plus de doutes sur son implication possible. La disparition de Dana de Tefé devint une énigme nationale, captivant l'attention de tout le pays. Les journaux et les émissions de télévision ne parlaient que de cette affaire, chaque nouvelle information alimentant les spéculations et les théories. La pression sur la police pour résoudre le mystère était immense, et tout le monde attendait avec impatience des réponses claires sur le sort de la jeune artiste. La vérité, cependant, restait hors de portée, plongeant ses proches et ses admirateurs dans une profonde incertitude. Alors que les jours passaient sans nouvelles de Dana, la police intensifiait ses efforts pour percer le mystère de sa disparition. Les enquêteurs fouillèrent les lieux que le couple avait visités et interrogèrent toutes les personnes qui pouvaient avoir des informations utiles. Le comportement de Leopoldo devint de plus en plus suspect. Ses déclarations étaient incohérentes, et il semblait nerveux chaque fois qu'il était interrogé sur les événements du voyage. Les enquêteurs notèrent également des incohérences dans les témoignages de Leopoldo. Il déclara d'abord que Dana avait pris un vol pour l'Europe, mais les enregistrements des compagnies aériennes ne corroborèrent pas cette version. De plus, les autorités découvrirent que Dana n'avait pas retiré d'argent de ses comptes bancaires et qu'aucune transaction suspecte n'avait été effectuée. Tout indiquait qu'elle n'avait pas planifié un voyage à l'étranger. La famille de Dana était de plus en plus inquiète et frustrée par l'absence de progrès dans l'enquête. Ils organisèrent des conférences de presse pour demander de l'aide au public et aux autorités. Les amis et collègues de Dana se joignirent à leur appel, décrivant la jeune femme comme une personne passionnée et aimante, incapable de disparaître volontairement sans prévenir personne. Leur douleur et leur désarroi étaient palpables, et tout le monde espérait un miracle ou une piste tangible. Leopoldo, quant à lui, tenta de maintenir son innocence, mais son comportement soulevait des questions. Il semblait plus préoccupé par la gestion des affaires financières de Dana que par sa disparition. Il commença à vendre certains des biens de Dana, prétextant qu'elle lui avait donné l'autorisation de le faire avant de partir. Cette décision suscita l'indignation de la famille de Dana, qui voyait cela comme une tentative de profiter de la situation. Les enquêteurs examinèrent également le passé de Leopoldo. Ils découvrirent qu'il avait des antécédents de comportement manipulateur et qu'il avait déjà été impliqué dans des affaires douteuses. Ces révélations ajoutèrent à la suspicion croissante autour de lui. La police commença à envisager la possibilité que Leopoldo ait eu un motif pour faire du mal à Dana, peut-être lié à des raisons financières ou personnelles. La pression médiatique continua de monter. Les journalistes cherchaient des scoops et des exclusivités, interrogeant tout le monde, des voisins aux collègues de travail de Dana. Le public suivait l'affaire avec une fascination morbide, chaque détail de la vie privée de Dana et de Leopoldo étant minutieusement analysé et discuté. Les théories du complot fleurissaient, et chacun avait son avis sur ce qui avait pu arriver à Dana. Malgré les spéculations et les soupçons croissants, il manquait encore une pièce cruciale au puzzle, une preuve tangible reliant Leopoldo à la disparition de Dana. Les enquêteurs étaient déterminés à trouver cette preuve, convaincus que Leopoldo en savait plus qu'il ne le disait. Ils continuèrent à examiner chaque piste, chaque indice, espérant que la vérité finirait par éclater. La tension montait à mesure que le mystère s'épaississait. Les proches de Dana ne perdaient pas espoir, mais chaque jour sans nouvelles rendait la situation plus désespérée. Les enquêteurs, tout en restant professionnels, ressentaient la pression de devoir résoudre l'affaire rapidement. Le mystère entourant la disparition de Dana de Tefé devenait de plus en plus sombre, et tout le monde retenait son souffle dans l'attente de la prochaine révélation. Un mois après la disparition de Dana, un développement inattendu vint changer la donne. Un témoin se présenta à la police avec des informations cruciales. Il s'agissait d'un employé d'une station-service située sur la route qu'avaient emprunté Dana et Leopoldo. Il affirma avoir vu le couple le jour de leur départ, et il se souvenait particulièrement d'un détail troublant: Dana semblait bouleversée et nerveuse. Selon le témoin, Leopoldo et Dana s'étaient disputés à la station-service. Il décrivit Leopoldo comme étant autoritaire et contrôlant, tandis que Dana paraissait mal à l'aise et anxieuse. Ce témoignage jeta un éclairage nouveau sur les événements,
suggérant que tout ne s'était pas déroulé paisiblement entre les deux. La police prit cette information très au sérieux et commença à réexaminer toutes les preuves sous cet angle. Parallèlement, les enquêteurs obtinrent l'autorisation de fouiller le domicile de Dana, à la recherche de tout indice supplémentaire. Ils y trouvèrent le journal intime de Dana, dans lequel elle avait consigné ses pensées et ses sentiments. Les écrits révélaient une image plus sombre de sa relation avec Leopoldo. Elle y décrivait ses craintes et ses doutes concernant son compagnon, mentionnant des disputes fréquentes et des comportements possessifs de sa part. Ces découvertes renforcèrent les soupçons contre Leopoldo. La police décida de l'interroger à nouveau, en lui présentant les nouvelles preuves. Sous pression, Leopoldo continua à nier toute implication dans la disparition de Dana. Cependant, son attitude défensive et ses réponses évasives ne firent que renforcer l'impression qu'il cachait quelque chose. Les enquêteurs sentaient qu'il se rapprochait de la vérité, mais ils avaient encore besoin d'une preuve irréfutable. C'est alors que les experts en criminalistique trouvèrent une trace de sang dans la voiture de Leopoldo. L'analyse ADN confirma qu'il s'agissait du sang de Dana. Cette découverte fut un tournant dans l'enquête. Les preuves matérielles étaient enfin là, et elles pointaient directement vers Leopoldo comme étant impliqué dans quelque chose de grave. La question était désormais de savoir ce qui était arrivé à Dana et où elle se trouvait. Avec cette nouvelle preuve, la police décida de placer Leopoldo en garde à vue. La nouvelle de son arrestation fit les gros titres, et le public réagit avec un mélange de choc et de soulagement. Beaucoup avaient commencé à douter de l'innocence de Leopoldo, mais l'absence de preuves concrètes avait laissé planer une incertitude. Maintenant, les choses semblaient se clarifier, bien que le mystère de la disparition de Dana ne fût pas encore complètement résolu. Leopoldo, cependant, continua de clamer son innocence. Il engagea un avocat de renom pour le défendre, arguant que les preuves étaient insuffisantes pour le condamner. Il prétendit que le sang de Dana dans sa voiture avait une explication innocente, sans toutefois fournir de détails convaincants. Sa défense se concentra sur le manque de preuves directes d'un crime, affirmant que sans corps, il n'y avait pas de crime. La tension monta alors que le cas se préparait pour un procès potentiel. La famille de Dana, dévastée par les révélations, continua de plaider pour que justice soit faite. Le pays entier suivait le drame avec une attention fébrile, chaque nouvelle information étant avidement consommée par le public. Les spéculations allaient bon train, et tout le monde attendait de voir comment cette tragique histoire se terminerait. Le sort de Dana restait inconnu, et le mystère n'était pas encore complètement éclairci. Alors que l'enquête se poursuivait, un développement inattendu et tragique survint. Un randonneur découvrit un corps dans une zone boisée éloignée, près de la route que Dana et Leopoldo avaient empruntée. Les autorités furent immédiatement alertées, et une équipe de police se rendit sur les lieux pour examiner la scène. Les vêtements et les bijoux trouvés sur le corps correspondaient à ceux que Dana portait le jour de sa disparition. Les analyses médico-légales confirmèrent rapidement que le corps était bien celui de Dana de Teffé. L'autopsie révéla qu'elle avait été victime d'un acte de violence, confirmant les pires craintes de sa famille et du public. La nouvelle de la découverte du corps de Dana provoqua une onde de choc à travers le pays. La confirmation de sa mort mit fin à toute spéculation sur une éventuelle fuite ou disparition volontaire. La question n'était plus de savoir si un crime avait été commis, mais de comprendre ce qui s'était réellement passé. Les détails de l'autopsie furent gardés confidentiels, mais il devint clair que Dana avait subi une mort violente. La police redirigea immédiatement son enquête vers Leopoldo, qui était déjà en garde à vue. Les preuves commençaient à s'accumuler contre lui, et la découverte du corps de Dana renforçait la conviction des enquêteurs qu'il était impliqué dans sa mort. Les avocats de Leopoldo continuèrent de clamer son innocence, mais l'étau se resserrait. La famille de Dana, anéantie par la confirmation de sa mort, organisa une veillée en sa mémoire. Des amis, des collègues et des admirateurs se rassemblèrent pour rendre hommage à la jeune artiste. L'émotion était palpable, et les discours rappelaient la vivacité et le talent de Dana. Sa mort tragique laissait un vide immense, non seulement pour ses proches, mais aussi pour la communauté artistique brésilienne. Elle était une étoile montante dont la lumière avait été brutalement éteinte. Les médias couvrirent l'événement avec une intensité renouvelée. Le public suivait chaque développement avec avidité, et l'affaire devint un sujet de discussion nationale. Les journaux publièrent des rétrospectives sur la vie de Dana, mettant en lumière son talent et son impact sur le monde de l'art. Les détails de l'enquête étaient analysés et débattus,
et les spéculations sur le mobile du crime étaient omniprésentes. La pression sur les autorités pour résoudre l'affaire et traduire les coupables en justice était immense. La police travaillait sans relâche pour reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de Dana. Ils enquêtèrent sur les finances de Leopoldo, ses communications et ses relations, cherchant à comprendre ce qui avait pu le pousser à commettre un acte aussi odieux. Chaque détail de la vie de Leopoldo était examiné à la loupe, et chaque personne qui avait été en contact avec lui était interrogée. Alors que les preuves contre Leopoldo s'accumulaient, la défense continua de nier les accusations. Ils suggérèrent que d'autres personnes auraient pu être impliquées, voire que Leopoldo avait été piégé. Ces arguments, cependant, semblaient de plus en plus faibles face aux preuves accablantes. La découverte du corps de Dana marquait un tournant dans l'affaire, et le public attendait désormais que justice soit rendue. La douleur de la perte de Dana était ressentie à travers le pays. Sa mort tragique rappela la fragilité de la vie et l'importance de la justice. Le procès à venir promettait d'être un moment décisif, non seulement pour rendre justice à Dana et à sa famille, mais aussi pour réaffirmer la confiance du public dans le système judiciaire. La fin de l'enquête approchait, et tout le monde espérait que la vérité, toute la vérité, serait bientôt révélée. Le procès de Leopoldo pour le meurtre de Dana de Tefé attira une attention médiatique sans précédent. Les caméras des chaînes de télévision étaient postées à l'extérieur du tribunal, et chaque jour, les journaux publiaient des articles détaillant les témoignages et les preuves présentées. Le pays entier suivait l'affaire avec une attention soutenue, avide de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à la jeune artiste. L'accusation, dirigée par un procureur expérimenté, présenta un dossier solide contre Leopoldo. Ils décrivirent un homme manipulateur et contrôlant, qui n'avait pas supporté l'idée que Dana puisse vouloir se détacher de lui. Les preuves matérielles, notamment le sang de Dana retrouvé dans la voiture de Leopoldo, les témoignages sur leurs relations tumultueuses et les incohérences dans les déclarations de Leopoldo, constituaient un argument accablant. Le procureur mit également en lumière les aspects financiers, suggérant que Leopoldo aurait pu être motivé par des intérêts économiques. De son côté, la défense tenta de semer le doute dans l'esprit des jurés. Ils argumentèrent que les preuves étaient circonstancielles et qu'il n'y avait pas de témoins directs du crime. Ils insistèrent sur le fait que la relation entre Dana et Leopoldo, bien que complexe, ne prouvait pas qu'il était capable de commettre un meurtre. La défense suggéra également que Dana avait des ennemis potentiels dans le monde de l'art, bien que cette ligne de défense ne fût pas fortement étayée. Les témoignages des amis et de la famille de Dana furent particulièrement poignants. Ils décrivirent une jeune femme passionnée et talentueuse, qui avait encore beaucoup à offrir au monde. Marelisa, l'amie proche de Dana, témoigna des inquiétudes que Dana avait exprimées à propos de Leopoldo avant sa disparition. Son témoignage, empreint d'émotion, renforça l'idée que Dana avait peur de Leopoldo et qu'elle avait peut-être envisagé de le quitter, ce qui aurait pu déclencher une réaction violente de sa part. Le témoignage le plus attendu fut celui de Leopoldo lui-même. Lorsqu'il prit la parole, il maintint son innocence. Il décrivit sa relation avec Dana comme étant passionnée, mais compliquée, et rejeta toute allégation de comportement abusif. Il affirma que le sang de Dana dans sa voiture s'expliquait par un accident mineur survenu quelques jours avant sa disparition, mais cette explication ne convainquit pas les procureurs, qui la qualifièrent de tentative désespérée de se dédouaner. Le procès révéla également des détails sur le passé trouble de Leopoldo. Des anciens associés et partenaires d'affaires témoignèrent de ses méthodes de manipulation et de son tempérament colérique. Ces témoignages peignaient le portrait d'un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait, y compris exploiter les autres pour son propre gain. Ces révélations noircirent encore davantage l'image de Leopoldo aux yeux du public et du jury. Alors que le procès touchait à sa fin, les débats étaient intenses. Les avocats de l'accusation et de la défense présentèrent leurs arguments finaux, résumant les preuves et appelant à la justice pour Dana. Le jury fut alors chargé de délibérer, une tâche lourde de responsabilité. Le pays attendait anxieusement le verdict, espérant que la vérité triompherait et que justice serait rendue pour Dana de Tefé. Le suspense était à son comble. Les familles, les amis et le public suivaient les nouvelles avec une attention fébrile, conscients que le verdict allait mettre un terme à l'un des procès les plus médiatisés du pays. La douleur de la perte de Dana et le désir de justice étaient palpables, et tout le monde espérait que la vérité serait révélée, quelle qu'elle soit. Après des heures de délibération, le jury revint finalement dans la salle d'audience, prêt à rendre son verdict. L'atmosphère était chargée d'émotion et de tension.
Les membres de la famille de Dana, ses amis, ainsi que des membres du public étaient présents, tous en attente de la décision qui scellerait le sort de Leopoldo et apporterait une forme de clôture à cette tragique affaire. Le juge demanda au président du jury de lire le verdict. La salle retint son souffle alors que le président se leva et prononça les mots que tout le monde attendait. Leopoldo fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La réaction dans la salle fut immédiate, des soupirs de soulagement, des pleurs et des embrassades parmi les proches de Dana. Le verdict représentait une victoire pour la justice et une reconnaissance de la souffrance que Dana avait endurée. Leopoldo resta stoïque alors que le verdict était annoncé, mais son expression montrait clairement la gravité de la situation. Il risquait une longue peine de prison, et sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Son avocat annonça immédiatement qu'il ferait appel de la décision, mais pour beaucoup dans la salle, le verdict marquait la fin d'un long et douloureux chapitre. Les médias relayèrent immédiatement la nouvelle, et le pays tout entier réagit. Les discussions sur le procès, la culpabilité de Leopoldo et la tragique perte de Dana dominèrent les conversations. Les journalistes analysèrent les détails du procès et des témoignages, et des experts légaux débattaient des implications de ce verdict pour d'autres affaires similaires. Le public, quant à lui, exprimait un mélange de tristesse pour la perte de Dana et de satisfaction de voir la justice rendue. La famille de Dana, bien qu'ayant trouvé un certain réconfort dans le verdict, restait profondément marquée par la tragédie. Ils publièrent un communiqué exprimant leur gratitude envers ceux qui avaient soutenu leur quête de justice et en mémoire de Dana. Ils parlèrent de son talent, de sa passion pour l'art et de la joie qu'elle apportait à ceux qui la connaissaient. Ils espéraient que sa mort servirait de leçon sur l'importance de protéger les victimes de violences et de ne jamais cesser de chercher la vérité. Leopoldo fut emmené hors de la salle d'audience, sous les regards des caméras et des journalistes. Il faisait désormais face à une longue bataille judiciaire, avec la possibilité d'un appel. Mais pour beaucoup, le verdict représentait déjà une forme de justice, une reconnaissance de sa responsabilité dans la mort de Dana. Le système judiciaire avait fonctionné, et même si rien ne pouvait ramener Dana, sa mémoire vivrait à travers ceux qui l'aimaient et se souvenaient d'elle. La fin du procès laissait toutefois un goût amer. La perte de Dana était une tragédie qui continuait de hanter ses proches et ses admirateurs. Sa vie, ses rêves et ses ambitions avaient été brutalement interrompus. Pourtant, le procès et le verdict rappelaient également l'importance de la justice et de la vérité. Le pays entier avait suivi cette histoire avec un mélange d'horreur et de fascination, et le verdict marquait un moment de catharsis collective. Le cas de Dana de Téfé restera dans les mémoires comme un triste rappel des dangers de la violence relationnelle et de l'importance de la justice. Le procès avait révélé des aspects sombres de la vie de Dana et de ses relations, mais il avait également montré la résilience de sa famille et de ses amis dans leur quête de vérité. La justice avait été rendue, mais le souvenir de Dana continuerait à inspirer et à émouvoir ceux qui avaient suivi son histoire. Le procès terminé, la vie reprit son cours, mais l'ombre de la tragédie continuait de planer sur ceux qui avaient été touchés par la disparition de Dana. Sa famille et ses amis s'efforçaient de surmonter leur douleur, cherchant à honorer sa mémoire de manière constructive. Ils organisèrent plusieurs événements en hommage à Dana, dont une exposition posthume de ses œuvres, qui attira de nombreux admirateurs venus célébrer son talent et sa créativité. Cette exposition fut un moment de catharsis pour beaucoup. Les visiteurs se promenaient entre les œuvres de Dana, chacun ressentant une connexion personnelle avec l'artiste disparu. Les pièces exposées reflétaient l'évolution de son style et de ses inspirations, offrant un aperçu poignant de son parcours artistique. L'exposition devint rapidement un lieu de recueillement, où chacun pouvait exprimer sa tristesse et son admiration pour Dana. La famille de Dana lança également une fondation en son nom, destinée à soutenir les jeunes artistes et à promouvoir la sensibilisation à la violence relationnelle. La fondation offrait des bourses et organisait des ateliers pour aider les talents émergents à développer leurs compétences et à se faire connaître. Cette initiative visait à prolonger l'héritage de Dana en offrant des opportunités à ceux qui partageaient sa passion pour l'art, tout en abordant des questions sociales importantes. Pendant ce temps, Leopoldo attendait son procès en appel. Ses avocats continuaient de plaider son innocence, cherchant à réduire sa peine ou à obtenir un nouveau procès. Cette période fut marquée par des tensions et des incertitudes, alors que l'opinion publique restait divisée. Certains pensaient que Leopoldo avait été justement condamné, tandis que d'autres, influencés par la défense, continuaient à douter de sa culpabilité. Les médias suivirent de près les développements de l'appel,
bien que l'intensité de la couverture médiatique ait diminué par rapport au procès initial. La question de la violence domestique et des relations toxiques devint un sujet de débat national, avec des discussions sur la manière de mieux protéger les victimes et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. L'affaire de Dana avait déclenché une prise de conscience sur ces questions, et les autorités locales prirent des mesures pour renforcer les lois et les services de soutien. Le temps passa, et bien que la douleur de la perte de Dana ne disparut jamais complètement, ses proches trouvèrent des moyens de continuer. Sa mémoire restait vivante à travers son art et les initiatives créées en son honneur. Les œuvres de Dana devinrent de plus en plus prisées, non seulement pour leur valeur artistique, mais aussi pour l'histoire tragique qui les entourait. Les collectionneurs et les amateurs d'art voyaient en elle un témoignage poignant de son talent et de sa vie interrompue. L'affaire de Dana de Téfé eut des répercussions importantes sur la société, provoquant une prise de conscience accrue des problèmes de violence relationnelle et des dynamiques de pouvoir dans les relations personnelles. Le procès, largement médiatisé, suscita des débats publics sur la manière dont la société aborde ces problèmes et sur les mesures à prendre pour protéger les victimes. Des organisations de soutien aux victimes de violences domestiques virent une augmentation des demandes de services et de soutien. Les médias amplifièrent ces questions, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes qui cherchent à échapper à des relations abusives. Cette attention médiatique favorisa l'émergence de nouvelles initiatives pour sensibiliser le public et améliorer les ressources disponibles pour les victimes. Des conférences et des séminaires furent organisés dans tout le pays, abordant des sujets tels que les signes de violence relationnelle, les mécanismes de soutien disponibles et les stratégies de prévention. Les éducateurs et les militants travaillèrent ensemble pour intégrer ces sujets dans les programmes scolaires et les formations professionnelles, cherchant à prévenir les abus et à offrir des ressources adéquates aux personnes concernées. Le cas de Dana inspira également des changements législatifs. Les décideurs politiques, sensibilisés par la tragédie, commencèrent à promouvoir des réformes pour renforcer les lois sur la protection des victimes et améliorer les systèmes de justice. Des propositions furent faites pour créer des tribunaux spécialisés en violences domestiques et pour faciliter l'accès aux ordonnances de protection. Les discussions sur la violence relationnelle et les droits des victimes se retrouvèrent également sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes exprimèrent leur soutien à la famille de Dana et partagèrent leurs propres expériences, créant ainsi une plateforme pour le dialogue et la solidarité. Les médias sociaux devenaient un espace où les histoires personnelles pouvaient se rencontrer, suscitant des conversations importantes sur la manière dont les victimes peuvent être soutenues et entendues. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives communautaires prirent de l'ampleur, contribuant à changer les attitudes sociétales envers la violence relationnelle. Des groupes de soutien communautaires se formèrent, offrant des espaces sécurisés pour les personnes en détresse et promouvant des stratégies pour prévenir la violence avant qu'elle ne commence. Les médias, les organisations de soutien et les familles touchées par des cas similaires continuèrent à collaborer pour renforcer les réseaux de soutien et accroître la sensibilisation. L'affaire de Dana, bien que tragique, devint un catalyseur pour un changement social significatif, mettant en lumière des questions souvent négligées et stimulant des actions concrètes pour protéger les personnes vulnérables. Avec le temps, l'héritage de Dana de Téfé se perpétua à travers diverses initiatives et événements commémoratifs. La fondation en son nom devint un pilier important pour soutenir les jeunes artistes et sensibiliser aux problématiques de violence relationnelle. Ces activités incluaient des bourses d'études pour des talents émergents et des programmes éducatifs pour aider les personnes à identifier et à échapper aux situations abusives. Les œuvres de Dana continuèrent à être célébrées et exposées, offrant aux amateurs d'art une chance de découvrir et d'apprécier son talent. Des rétrospectives de son travail furent organisées dans des galeries à travers le pays, attirant des foules intéressées à en apprendre davantage sur l'artiste et son impact. Ces expositions servaient non seulement à honorer sa mémoire, mais aussi à mettre en lumière la beauté et la profondeur de son art, témoignant de son génie créatif. La mémoire de Dana vivait également à travers les histoires des personnes qu'elle avait inspirées. Les témoignages de ceux qui l'avaient connue et appréciée rappelaient son esprit vibrant et son amour pour l'art. Les anecdotes sur ses contributions à la communauté artistique et son influence sur ses pairs servaient à maintenir vivante l'image d'une femme passionnée et déterminée. Les efforts pour aborder la violence relationnelle et soutenir les victimes continuèrent à évoluer, avec de nouvelles stratégies et ressources mises en place pour aider ceux qui en ont besoin. La tragédie de Dana avait suscité une prise de conscience qui persista bien au-delà du procès, influençant les politiques publiques et les attitudes sociales de manière durable. Les anniversaires de sa mort et des événements commémoratifs attirèrent l'attention des médias et du public, offrant des moments de réflexion sur l'impact de son histoire.
Ces rassemblements étaient des occasions pour exprimer à la fois la tristesse de sa perte et la reconnaissance de son héritage durable. Bien que la douleur de sa perte ne disparût jamais entièrement, l'impact de Dana de Téfé se manifesta à travers les actions entreprises en son nom. Sa vie et son art continuèrent à inspirer des générations futures, et son histoire servit de puissant rappel de l'importance de la justice, de la compassion et de l'art comme moyen de changement. En fin de compte, l'héritage de Dana de Téfé demeura une source d'inspiration et de motivation pour ceux qui cherchaient à faire une différence. Sa mémoire vivait à travers les initiatives créées en son honneur, les œuvres d'art qu'elle avait laissées et les vies qu'elle avait touchées. La tristesse de sa perte était contrebalancée par la reconnaissance de son impact durable et de son influence continue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Laissez votre like et votre avis sur cette affaire.